Le Togo et le Comité international de la Croix-Rouge formalisent leur coopération en matière d'appui à la formation des étudiants de l'École nationale des auxiliaires médicaux. Un accord a été signé dans ce sens ce matin à la primature. La FIFA, secouée par un vaste scandale financier, 7 de ses dirigeants ont été interpellés tôt ce matin en Suisse à la demande de la justice américaine. Enfin, dans le dossier du jour, nous allons nous intéresser au sens et à la portée des décisions prises dans le cadre de la gestion des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Comité international de la Croix-Rouge et l'École nationale des auxiliaires médicaux ont signé ce matin un accord de coopération pour renforcer leur partenariat dans les domaines techniques et pédagogiques. Depuis plusieurs années, en effet, le CICR met à la disposition de l'ENAM du matériel d'appareillage orthopédique pour la formation pratique des étudiants de la filière orthopédie. Grâce à cet accord, le partenariat entre les deux institutions devra donc se raffermir. La cérémonie de signature des documents s'est déroulée ce matin à la primature. Clarisse Atticlé. C'est un partenariat de plus de 30 ans qui se renforce avec cette signature d'accord de coopération. Le Comité international de la Croix-Rouge, à travers son fonds spécial pour handicapés, apporte son appui à l'École nationale des auxiliaires médicaux ENAM, notamment au niveau de la fourniture d'appareillage orthopédique pour la formation pratique des étudiants de l'ENAM. Cette signature d'accord vient donc ouvrir la voie à de nouvelles perspectives, aussi bien pour les étudiants que pour les bénéficiaires des soins en appareillage orthopédique. On est très heureux de la signature de cet accord cadre, enfin, qui vient renforcer ce qu'on fait déjà depuis un certain nombre d'années, qui définit dans le cadre du développement, de l'accompagnement du développement du secteur de la réadaptation au Togo, qui s'inscrit aussi dans une dynamique de vouloir supporter, accompagner les différents acteurs togolais, en fait, dans le développement du secteur. Le ministère de la Santé, les différents ministères, l'ENAM, le CNAO. Et en plus, enfin, pour nous, le fonds spécial, enfin, on a l'impression que le Togo est une bonne base. Enfin, il y a déjà de bonnes bases au Togo, et des bases qui pourraient aussi, potentiellement, devenir aussi un support sur le développement régional du secteur, en fait, dans certains pays avoisinants. L'ENAM est quand même la seule école francophone de formation des orthoprothésistes sur le continent africain, donc il y a un potentiel de rayonnement de l'ENAM qui pourrait jouer un rôle plus important au niveau régional. Le CNAO est un élément important de la stratégie qu'on a ici au Togo, le CNAO, Centre de référence national. On pourrait aussi accompagner le développement des CRAO en région. Donc pour nous, cet accord cadre donne une légitimité, mais les bases solides. Pour le chef du gouvernement, Kwesi Silagodi Aoumezonou, cet accord vient consolider ce qui se fait déjà, mais également il traduit l'engagement du gouvernement à soutenir ce partenariat. Grâce à cette formalisation, nous ouvrons de nouvelles possibilités dans le cadre de cette coopération. Nous mettons les choses en perspective et nous travaillons à faire en sorte que nous continuions à profiter de l'évolution dans ce domaine, qui est un domaine très pointu, celui de l'appareillage orthopédique. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous remercier au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État. Parce que ce que nous réalisons ce matin, en réalité, est une volonté qui montre que cette coopération ne doit pas être figée. Elle n'est pas simplement un apport que vous faites de manière circonstancielle à nos deux institutions que sont l'ENAM et le CNAO, mais nous montrons à travers ce que nous réalisons ce matin que toutes les possibilités qui pourront s'offrir devront essaimer et rejaillir sur nos deux institutions et sur d'autres dans notre pays. L'idée, c'est de faire d'abord aussi de nos deux institutions des centres d'excellence qui profiteront de toutes les évolutions dans ce domaine. Mais mieux, c'est de faire aussi de notre pays une espèce de hub, si j'ose dire, permettant de réaliser ce développement pour toute la région. Le Togo devenant un centre à partir duquel la fusée décolle et réussit à aider les différents pays. Nous en sommes fiers. Nous sommes d'autant plus fiers que vous avez choisi notre pays sans aucune contrainte, avant même que le gouvernement ne sache que vous avez décidé de faire ce travail avec nous. Mais vous l'avez choisi aussi parce que nos responsables sont aussi de qualité. Il n'y a que des raisons d'espérer que les choses s'amélioreront.
il n'y a que des raisons d'espérer que nous continuerons à nous mettre en situation d'intervention pour aider ceux qui doivent être appareillés, pour mieux former nos jeunes. À partir de là, soyez certains que le gouvernement demeure totalement engagé et disponible. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour que les choses continuent à aller dans le bon sens. En tout cas, c'est une coopération qui mérite d'être soutenue, accompagnée, parce qu'elle est fructueuse. C'est une coopération qui se renouvelle tous les 4 ans et se focalise surtout sur l'équipement du Centre national d'appareillage orthopédique pour ainsi faciliter la formation pratique des orthoprothésistes et des kinésithérapeutes. Du matériel roulant est également fourni aux personnes handicapées grâce à ce partenariat. Avant la cérémonie de signature d'accord, la délégation du CICR, conduite par Claude Tardif, a été reçue en audience par le Premier ministre. Il faut dire que dans le domaine de la santé, le gouvernement ne manque pas d'initiatives pour garantir au plus grand nombre des Togolais une couverture adéquate. L'Institut national d'assurance maladie figure parmi ces initiatives. Depuis son lancement il y a 3 ans, hormis les difficultés inhérentes d'ailleurs à toute entreprise de cette envergure, l'INAM connaît une évolution remarquable non seulement en matière de soins couverts, mais aussi sur le plan de la qualité des services rendus. C'est en tout cas le constat fait par les bénéficiaires que Pierre Soussoupo a rencontré et dont il nous rapporte les appréciations dans le dossier que voici. Tout part d'ici, de ce bâtiment d'où a pris corps le décret présidentiel instituant l'assurance maladie. Première étape de la mise en œuvre d'un système de couverture universelle de la santé au Togo, la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics a tenu toutes ses promesses. Il sonnait 7 h du matin quand nous arrivions au siège de l'Institut national d'assurance maladie, délégation de la région des Savanes. Après une demi-heure de route, nous voici au centre hospitalier préfectoral de Saint-Cassé. En l'instant T, des bénéficiaires de l'INAM en attente d'être soignés. Dans une famille non loin de là, nous avons été accueillis. On nous parle de tout ce que l'INAM a apporté comme soulagement dans beaucoup de foyers comme celui-ci. L'INAM est arrivé et a allégé beaucoup de dépenses dans nos foyers. Donc je donne l'exemple d'un de mes enfants qui est tombé malade, mais j'y étais à Sokodi, c'était les vacances, comme moi je suis enseignant. Il fallait payer une ordonnance de 40 000 francs. Avec hospitalisation, je me suis retrouvé avec 10 000 francs. Donc vous voyez qu'avec INAM, plus de soucis à se faire pour se rendre aussi bien dans les pharmacies que dans les centres de santé. Depuis que je suis assuré, ma famille, les petites maladies, vraiment, j'ai eu un ouf de soulagement. C'est un nouveau jour qui se lève pour les agents du secteur public. Et les témoignages sont légion. Normalement, vous devez payer 9 755 francs. Mais avec l'INAM, vous allez payer 2 000 francs. Le moment que l'enfant tombe malade, pendant ce moment, nous n'avons pas de l'argent. Donc avec l'INAM, on est un peu soulagé. Le record a été obtenu lorsque nous avons posé la question aux assurés. Êtes-vous satisfait du prix ou du montant que vous payez pour acheter désormais les médicaments avec l'assurance maladie? Là, plus de 81% des personnes interrogées, c'est-à-dire les assurés, disent qu'ils sont satisfaits. Vous venez, on vous prescrit les produits d'environ 20 000 francs. Peut-être que vous allez dépenser seulement 5 000 francs pour avoir ces produits. C'est une bonne chose. Si l'INAM n'existait pas, on devait l'inventer. Régulièrement, des sensibilisations sont menées sur le terrain pour amener aussi bien les bénéficiaires que les prestataires à contribuer à l'atteinte des objectifs fixés. Vendredi dernier, le Premier ministre Kwesi Selagoudja Omezounou avait remis sa démission au président de la République ainsi que celle de l'ensemble de son gouvernement conformément à la pratique républicaine qui veut que le gouvernement et son chef quittent leurs fonctions à l'issue de chaque échéance électorale. En acceptant cette remise de tablier, le chef de l'État avait chargé les démissionnaires de liquider les affaires courantes. Depuis lors, les Togolais s'interrogent sur cette pratique, sur le concept d'affaires courantes et les principes qui les fondent. L'autre interrogation qui revient souvent est relative au poids des décisions prises par une équipe gouvernementale en période d'évacuation des affaires courantes. Pour éclairer nos lanternes, Tchazina Mbaga s'est adressé à un spécialiste du droit, sens
et portée de la gestion des affaires courantes par un gouvernement démissionnaire. C'est le dossier du jour. Coutume à valeur constitutionnelle au principe général de droit, il est partout reconnu et largement accepté que tant qu'un gouvernement démissionnaire n'est pas encore remplacé, il continue d'expédier les affaires courantes. Il s'agit d'un certain nombre de dossiers ordinaires que le Premier ministre ou les membres du gouvernement peuvent ou doivent continuer par gérer afin de permettre à l'État de fonctionner. Il y a d'abord la gestion des affaires banales. Ce sont les affaires journalières. Ce sont des décisions journalières que les ministres, le Premier ministre peut prendre en vue de la gestion de leurs services. Il y a également les affaires en cours. Dans cette période d'affaires courantes, les décisions qui ont été entamées dans leur exécution peuvent également être poursuivies jusqu'à l'exécution finale. Donc ce sont les affaires en cours. Il existe également les affaires urgentes. Ce sont des affaires pour lesquelles une solution urgente doit être prise. Sinon, l'État ou l'ensemble des collectivités seraient dans une situation dommageable. En principe, ils ont une marge de manœuvre très limitée pendant cette période et ne peuvent pas prendre un certain nombre de décisions. Au Togo, la gestion des affaires courantes par le gouvernement démissionnaire trouve son essence dans l'article 66 de la Constitution et conformément à la pratique républicaine. Elle répond à deux principes fondamentaux. C'est le principe de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. En ce sens que pendant cette période, le gouvernement ne peut plus être dérangé, sanctionné par le Parlement. Le gouvernement ne peut plus faire l'objet de motions de censure. Alors pour exprimer ça, on empruntait alors une formule chère à Valine, professeur Valine, qui disait qu'on ne tue pas les morts. Parce que pendant cette période, le gouvernement est sans action. Et ce principe résulte également de la continuité, un principe fondamental de la continuité de l'État. L'État ne peut jamais s'arrêter de fonctionner. Quelles que soient les situations, il faut qu'il y ait des gens qui veulent et qui agissent au nom de l'État. Et ces gens, ce sont nos gouvernants. Étant donné que la gestion des affaires courantes concerne directement la vie de l'État et donc pouvant affecter le quotidien et le bien-être des populations, les décisions prises par le Premier ministre ou les membres du gouvernement ont une valeur républicaine. Pendant cette période, toutes les décisions ou tous les actes qui sont posés par les gouvernants engagent l'État et ont le même poids que des décisions qui auraient été prises en période normale. Donc, il n'est pas question de croire que pendant cette période, une décision prise par un ministre ou le Premier ministre n'a pas la même force ou n'a pas la même valeur qu'en période normale. Les décisions se valent et doivent être exécutées avec la même diligence. Trois cas de figure peuvent engendrer des situations d'expédition des affaires courantes, notamment lorsque le Premier ministre fait face à une crise de sa majorité entraînant la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. La crise politique à l'Assemblée nationale entraînant la dissolution du gouvernement et la réélection du chef de l'État, comme c'est le cas au Togo. Quel que soit le cas de figure, le Premier ministre et son gouvernement évacuent les affaires courantes en attendant le renouvellement de confiance ou la nomination d'un nouveau Premier ministre et la composition d'un nouveau gouvernement. La campagne de sensibilisation sur la mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA se poursuit au Togo. Le règlement 14 est une directive émise par l'organisation sous-régionale en 2005 et dont l'application devra assurer une plus grande longévité en route à travers la lutte contre la surcharge. Il s'agit en clair de contraindre les conducteurs routiers à alléger les charges de leurs véhicules à l'essieu. Avant l'étape de la répression, il s'avère nécessaire d'informer et de sensibiliser ceux-ci sur le contenu du règlement et ses avantages. C'est ce à quoi le Comité national de facilitation s'est attelé depuis quelque temps. Clarisse Atikle. Dans l'espace UEMOA ces dernières années, il a été constaté l'amélioration de l'état des routes et la diminution des tracasseries policières. Les problèmes qui persistent sont ceux relatifs à la fluidité du transport et à la surcharge que le règlement 14 de l'UEMOA interdit. Les transporteurs routiers du Togo sont en formation sur ce règlement pour son meilleure application. Généralement, c'est au niveau du chargement. Ils vous diront qu'ils ont chargé, ils respectent la norme, mais ils arrivent au point de contrôle et on leur dit qu'ils sont en surcharge. Vous voyez. Et donc, est-ce qu'ils maîtrisent bien? Et les conducteurs, généralement, ne savent pas quelle est la quantité qu'ils mettent dedans.
ou bien au port, ils forcent pour mettre des quantités, ou soit on sort, on met, on ajoute des quantités, ou généralement, c'est la disposition des marchandises sur les essieux des véhicules qui pose problème et on est en surcharge. On peut être en norme par rapport au poids total en charge autorisée, mais sur les essieux, il y a surcharge. Et ça aussi suscite des incompréhensions. Autre condition pour booster le commerce, c'est le renouvellement du parc automobile. Et pour en arriver là, les transporteurs doivent se constituer en coopérative. Les avantages leur seront également présentés. Le Comité national de facilitation a voulu saisir cette occasion pour pouvoir mieux expliquer ces choses et les préparer également à l'adhésion à une création d'une coopérative d'entreprises des transporteurs. Et ça pourquoi? Parce que une des mesures d'accompagnement est de les aider à renouveler le parc automobile, surtout pour les véhicules utilitaires. Cette formation est soutenue par plusieurs partenaires dont le projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Parlons emploi à présent. L'ONG Partage et Action en Synergie pour le Développement vient d'animer à Atakpamé une rencontre sur l'accès équitable à l'emploi. C'est un atelier de concertation qui a reçu le soutien du PASPRENA. Le point avec Yves Agbebivi. Selon le rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, l'accès à l'emploi public comme privé est une difficulté au Togo. Un des problèmes auxquels il faut trouver une solution pour que l'ensemble des populations, sans distinction aucune, puissent avoir accès à l'emploi. Et c'est pour y arriver que des acteurs de la région des Plateaux se sont réunis à Atakpamé pour examiner la question. Une rencontre initiée par l'ONG Partage et Action en Synergie pour le Développement PASID. Tous les citoyens togolais devaient avoir accès à un emploi équitable. Ce n'est pas le cas. Donc nous voulons donner une information appropriée à la société civile, les informer sur ce qui se fait au niveau, en regardant le cadre juridique institutionnel de ce qui se passe au Togo et ailleurs, et partager aussi les bonnes pratiques avec les acteurs. Et en fonction de ça, essayer de trouver des solutions appropriées pour que l'accès aux emplois au Togo soit inclusif et non discriminatoire. Cet atelier de consultation, selon le PASID, doit contribuer à atteindre plusieurs objectifs, entre autres la vulgarisation des recommandations 23, 30 et 31 de la CVJR. Emploi et chômage, comme partout ailleurs, le Togo n'échappe pas au phénomène du chômage. D'après la dernière enquête réalisée au Togo en 2011, le taux de chômage est estimé à 6,5%. Mais des efforts sont déployés ici et là pour réduire ce taux. Edem Sousoupo revient sur quelques-unes des pistes qui sont explorées et des initiatives qui se prennent à cet effet. Au Togo, l'ANPE estime que 30% des jeunes en âge de travailler sont au chômage. Selon les données de l'enquête Cube, questionnaire des indicateurs de base du bien-être 2011, le taux de chômage était de 6,5% pour l'ensemble de la population contre 8,1% pour les jeunes. Selon le CES, ce taux est de 23% pour les hommes et 22,4% pour les femmes. Réduire la pauvreté au Togo revient à favoriser l'accès des femmes et des hommes à des emplois productifs dans les conditions de sécurité, d'équité et d'égalité. Lorsque nous enregistrons dans nos bases de données les demandeurs d'emploi qui viennent nous voir, 90% de ceux qui sollicitent l'emploi sont des jeunes, dont 20% à 30% de personnes de sexe féminin. Donc dans les villes, le phénomène du chômage est plus visible. Vous avez les mêmes taux au niveau de la sous-région, que ce soit depuis Abidjan à Dakar, à Niamey. Et ce qu'on peut indiquer aussi très clairement, c'est que tous les gouvernements essaient de mettre en place des programmes, des institutions. Conscient que la jeunesse est un véritable gisement de compétences avec des capacités d'innovation, le gouvernement togolais a inscrit l'emploi des jeunes au centre de la SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi pour la période 2013-2017. Aux jeunes de saisir l'opportunité que leur offre le gouvernement à travers divers programmes d'employabilité tels que le volontariat national et le programme AIDE. La qualification des jeunes représente aujourd'hui 20% du problème de chômage. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts
pour travailler sur l'employabilité des jeunes. Parce que c'est l'une des causes majeures du fait que les gens n'ont pas la formation qui colle à l'emploi qui est offert. Donc Provonat a tenté, et avec les 5000 personnes placées au-delà de 5000 sur les 5 ans, de pouvoir répondre à la question. Sur le programme aide que gère l'ANPE, nous avons placé au-delà de 4000 sur les 3 ans d'année pilote. Et pourtant, lorsqu'on ajoute tout cela, 60 000 personnes à peu près rentrent sur le marché, dont 10 000 diplômés. Vous voyez que l'écart est grand. Et chaque année, ça s'agrandit parce qu'on déverse sur le marché des gens formés en apprentissage dans les écoles. Chaque année, en moyenne, 40 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail et les experts estiment que tous les 6 mois, l'on doit être capable de donner les indicateurs sur le phénomène de chômage et de sous-emploi. Nous avons des secteurs qui bougent très bien. Il y a des routes partout, des ponts et des ports qui se développent. Nous avons des secteurs qui commencent à marcher, l'aéroport et également l'agro-industrie. Mais comment faisons-nous pour que les emplois potentiellement qui sont là-bas, nous ne les rations pas? Donc il faut travailler. Sur le long terme, moyen terme, 5 ans, il faut reconfigurer les curricula de nos écoles. L'entrepreneuriat est la réponse la plus structurée aujourd'hui parce que nous n'avons pas une économie dans laquelle nous avons beaucoup d'entrepreneurs. Tout le monde rêvait avant de travailler pour le colon ou bien pour l'État. Actuellement, 1 500 à 2 millions de jeunes sont en situation de sous-emploi, dans l'espoir de bénéficier des opportunités d'emploi que le gouvernement a élaborées et mises en œuvre. Et parlant justement d'emploi, voici cet arrêté interministériel portant ouverture d'un concours national spécial de recrutement de fonctionnaires et personnels d'appui session de juin 2015. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique et le ministre de la Fonction publique arrêtent un concours interne de recrutement de fonctionnaires et de personnel d'appui est ouvert le mardi 26 mai 2015 à l'intention des personnels contractuels, pigistes, bénévoles et volontaires du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. La date d'écrit est prévue au mardi 7 juillet 2015 dans les centres de Lomé et de Kara. La liste des spécialités et des profils retenus au dit concours est affichée au cabinet du ministre de la Fonction publique, dans les chefs-lieux des préfectures, dans les directions régionales du travail et des lois sociales à Tchévi, à Takmame, Sokodé, Kara et d'Apaon. Le nombre total de postes ouverts au concours est fixé à 150. Seuls les candidats dont les dossiers sont retenus seront autorisés à composer. Les épreuves d'admission se dérouleront selon le programme que vous trouverez dans le quotidien national Togo Presse. Building Bridge Project, c'est un autre projet qui s'adresse aux jeunes, initié par des Hollandais. Ce projet a la particularité d'offrir aux jeunes l'opportunité de se prononcer sur les actions de développement menées par leur gouvernement. Le but étant de les amener à s'impliquer davantage dans les politiques de développement durable. Les initiateurs de ce projet, qui suivent actuellement des pays d'Europe et d'Afrique, sont arrivés au Togo où ils ont eu hier une rencontre avec des jeunes Togolais venus de plusieurs localités. Reportage d'Odoaré, Antoinette Romao Vovor. 2015, date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. À l'heure du bilan, beaucoup de pays se retrouvent en deçà des résultats escomptés. Il fallait recourir à l'agenda post-2015 pour conduire le développement mondial sur les 15 prochaines années. Building Bridge Project est donc l'une des solutions envisagées dans la poursuite des OMD. Un projet qui prend en compte toutes les priorités de chaque couche sociale en partant de l'éducation de qualité, la santé, l'emploi décent et l'accès à l'eau potable. L'agenda post-2015 est un cadre qui a été mis en place par les États et donc ils se sont engagés à ce que ce processus soit le plus inclusif possible. C'est-à-dire que ça prenne en compte la préoccupation de toutes les parties prenantes de la population. Donc toutes les parties prenantes du processus de développement. Et donc l'impact, c'est que les décideurs puissent écouter ce que les jeunes ont à dire. Les décideurs puissent prêter attention aux jeunes et puissent prendre en compte dans la planification du développement les priorités des jeunes
qui sont dites par eux-mêmes, les jeunes-là. Donc, cette consultation d'aujourd'hui donne la parole aux jeunes pour qu'ils puissent dire ce qui est pour eux le plus important pour les 15 prochaines années. Building Bridge Project est une initiative de jeunes hollandais, ambassadeurs des jeunes aux Nations Unies. Les résultats des consultations seront pris en compte par les décideurs à travers la planification des programmes et projets dans les années à venir pour un développement durable. Au sommet des Nations Unies en septembre prochain, les diverses préoccupations des jeunes seront compilées dans un document qui servira de plaidoyer en faveur des aspirations des jeunes. Une rencontre nationale sur la révision des outils de planification et de réponse aux catastrophes naturelles se tient depuis hier à Kara. Et les outils dont il est question sont le plan national de contingence et le plan Orsec, organisation des secours. En ce début de la grande saison des pluies, les participants ne manqueront pas de faire le point sur les dispositifs mis en place par les autorités pour porter assistance aux sinistrés en cas d'inondation notamment. Nestor Mousso. Le plan Orsec, organisation de secours, et le plan de contingence, revisité à Kara par les acteurs intervenant dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et anthropiques. Les inondations de 2007, 2008 et de 2010 au Togo ont servi de leçon au gouvernement pour se préparer pour d'éventuels nouveaux cas. Cette rencontre nationale se place dans cette dynamique. Les plans Orsec et de contingence à actualiser devront intégrer dans la dynamique les orientations sur les rôles et responsabilités des structures de la chaîne du SAP, système d'alerte précoce. Ces assises se tiennent grâce aux partenaires du Togo en matière de prévention et de gestion des catastrophes, dont la Banque mondiale. Les seules inondations de 2010 avaient causé plus de 19 milliards de dommages physiques et économique au gouvernement. Vous voyez que c'est énorme. Et les besoins pour reconstruire ces dommages s'élevaient à près de 22 milliards de francs CFA. Et par rapport à cela, on a pu monter un programme pour progressivement aller vers la reconstruction, le relèvement. Le Togo a résolument opté pour un processus de développement qui intègre dans ses actions la problématique de la gestion des catastrophes, option réaffirmée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le gouvernement, pour sa part, s'engage avec détermination à œuvrer pour accroître la résilience des populations, notamment celle des communautés vulnérables, face aux risques de catastrophes, en s'appuyant sur les ressources internes, mais aussi sur la solidarité agissante et renouvelée de nos partenaires techniques et financiers. Il importe donc qu'ils développent des stratégies et des actes forts pour prévenir tout ce qui peut concourir à accroître les risques de catastrophes. Tout devra être entrepris pour une intense et permanente campagne de sensibilisation qui intègre les populations de nos villes, campagnes et hameaux les plus reculés afin de développer chez chaque citoyen une propension au respect d'un code de conduite pour la prévention des risques de catastrophes. Nous convenons tous que les actions de prévention ne suffiront pas à elles seules pour juguler le phénomène des catastrophes, mais elles auront au moins le mérite d'en limiter leur proportion dévastatrice. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a adressé les remerciements du gouvernement togolais aux partenaires en développement pour leur soutien. Le groupe des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Togo a organisé un déjeuner à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique. Le continent noir a choisi la date du 25 mai pour se célébrer et donner l'occasion à ses fils de mener des réflexions sur son évolution. Et les échanges de ce midi dans les locaux de l'ambassade d'Égypte au Togo a eu lieu le déjeuner ont été axés principalement sur l'émergence de l'Afrique. Reportage Gérard Lagoudou, Apollinaire Kadanga. Tous les 25 mai de chaque année est célébrée la Journée de l'Afrique. Pour la première fois au Togo, cette journée est marquée par un déjeuner organisé par le groupe des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques africains accrédités au Togo. Une occasion pour les Africains de mieux cerner les enjeux liés au développement et surtout magnifier les efforts déployés au quotidien pour une émergence du continent. Au moment où, par ailleurs, le continent africain est célébré, nous saisissons l'occasion pour souhaiter qu'il y règne la paix et la sécurité, condition sine qua non pour parvenir à un développement efficient de nos pays. En effet, l'Afrique
est et demeure le continent de l'avenir. Et tous les regards sont tournés vers la transformation de ces énormes potentialités. Le groupe des ambassadeurs et chefs de mission au Togo a reconnu au passage les avancées significatives que le Togo a enregistrées sur le plan de son développement, surtout en organisant une élection présidentielle crédible et démocratique. Le déroulement de l'élection présidentielle du 25 avril 2015, dans un climat apaisé et transparent, atteste que le Togo, qui a toujours joué un rôle de premier plan dans l'édification de l'unité africaine, s'est inscrit dans le renforcement de la démocratie. Certes, le continent africain a fait beaucoup de progrès, mais d'énormes défis restent encore à relever pour son réel développement, a reconnu le groupe des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Togo. C'est sans doute le plus grand scandale financier que connaît une instance sportive internationale. Corruption, raquettes, blanchiment d'argent, les pratiques louches, les magouilles et les pires vices de ce monde qui ont cours au sein de la FIFA n'étaient déjà un secret pour personne, mais que ses dirigeants en viennent à se faire interpeller par la police de façon aussi ostentatoire comme ils l'ont été ce matin étonne plus d'un. En effet, suite à une longue enquête menée durant des années par les États-Unis d'Amérique, 7 dirigeants de la FIFA ont été cueillis au saut du lit ce matin à Zurich, en Suisse, siège de l'instance de football mondial. Ils sont soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent dans le processus d'attribution des Coupes du Monde de football. Ce sont les premiers d'une longue liste de suspects qui sont dans le collimateur de la justice américaine. Ils ont été interpellés aux premières heures du jour dans cet hôtel luxueux de Zurich. 6 responsables du monde du football, dont selon le New York Times, des cadres de la FIFA, la Fédération internationale de football. Ils doivent être extradés très rapidement vers les États-Unis, car un parquet de New York chargé de l'affaire les soupçonne d'avoir accepté des pots de vin et des commissions depuis une vingtaine d'années. Les autorités suisses évoquent un montant total qui dépasserait les 100 millions de dollars. En échange de cet argent, des droits de sponsoring, de marketing et de diffusion auraient été accordés notamment pour des tournois en Amérique latine. Les autorités américaines soutiennent que ces ententes illicites auraient été montées aux États-Unis et l'argent aurait transité via des banques américaines. Selon le quotidien new-yorkais, 4 autres personnes pourraient être inquiétées. Cette série d'interpellations porte un coup sévère à l'organisation internationale à la veille de son congrès, prévu jeudi et vendredi. La fédération doit y élire son prochain président. Sepp Blatter, en poste depuis 1998, brigue un 5e mandat. C'est tout le système FIFA qui serait gangrené par la pratique et les pratiques frauduleuses de l'Amérique à l'Afrique en passant par l'Europe. Aucun continent n'est en marge de ce phénomène. On apprend par exemple que pour attribuer l'organisation des Coupes du Monde de 1998 à la France et 2010 à l'Afrique du Sud, des espèces sonnantes et trébuchantes avaient changé de main de façon frauduleuse. On parle même de trucage de certaines Coupes du Monde. Tout ce scandale éclate alors que le football mondial n'est qu'à 2 jours du congrès de son instance dirigeante, à savoir la FIFA. À propos de corruption au Togo, c'est l'Office togolais des recettes qui mène une croisade en ce moment contre le fléau dans les rangs de son personnel. Voici à ce propos ces 2 communiqués. Le premier dit ce qui suit. Dans la perspective de la lutte contre la corruption au sein de l'Office togolais des recettes, il est demandé à tous les contribuables de bien vouloir exiger des reçus ou des quittances pour tout paiement qu'ils feront dans les commissariats, directions et divisions de l'Office togolais des recettes. Le commissaire général compte sur la bonne volonté et le civisme de tous. Second communiqué, à l'attention des consignataires, transitaires, commissionnaires en douane et déclarants en douane. Conformément aux dispositions des articles 14.13 à 14.19 du Code général des impôts, le commissaire général de l'OTR tient à rappeler aux consignataires, aux transitaires, aux commissionnaires en douane et aux déclarants en douane que la mention et l'utilisation du numéro d'identification fiscale NIF est obligatoire dans toutes les transactions commerciales et dans tous les actes de commerce effectués entre commerçants, artisans, industriels et prestataires de services. Cette mention du NIF doit être portée sur les factures ou tout document tenant lieu. Pour des raisons de transparence, il leur est recommandé de remplir obligatoirement les 2 champs qui sont prévus sur les déclarations en douane, à savoir un premier champ pour le NIF de l'importateur et un deuxième champ pour le NIF du transitaire ou du déclarant en douane. Les sanctions fiscales et pénales prévues seront appliquées
Au défaillant fait à Lomé le 26 mai 2015, les deux communiqués sont signés du commissaire général Henri Kanyessim Gaperi. Ces deux communiqués signés du ministre de la Communication, des Arts, de la Formation civique. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique porte à la connaissance de la presse togolaise que le 25e sommet de l'Union africaine se tiendra du 7 au 15 juin 2015 en Afrique du Sud. Afin d'assurer une couverture optimale du dit sommet, la Commission de l'Union africaine a mis en place un système d'accréditation en ligne pour les journalistes. La Commission recommande vivement aux journalistes d'utiliser ce système d'accréditation en ligne. Toutefois, tous ceux qui ne seront pas en mesure de soumettre leur dossier par ce canal ont toujours la possibilité de les envoyer par fax, email ou par la poste à la personne en charge des accréditations. Pour toutes les informations complémentaires, prière, consultez le quotidien national Togo Presse. La date limite de soumission des formulaires d'accréditation est fixée au 1er juin 2015. Et le second communiqué qui précise que les formulaires et les conditions d'accréditation sont disponibles à l'adresse suivante: http://summit.en25th summit au pluriel /accréditation. La Commission recommande vivement aux journalistes d'utiliser le système d'accréditation en ligne. Toutefois, tous ceux qui ne seront pas en mesure de soumettre leur dossier par ce canal ont toujours la possibilité de les envoyer donc par fax, email ou par la poste à la personne en charge des accréditations. Il s'agit de Madame Rachel Akalewold, Direction de l'information et de la communication, Commission de l'Union africaine, au BP 3243, téléphone 00251 11 552 63 73, fax 00251 11 551 12 99. La date limite de soumission des formulaires d'accréditation est là aussi soumise et fixée au 1er juin 2015. Les deux communiqués sont signés du ministre de la Communication, des Arts, de la Formation civique, Madame Kouméalo Anaté. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et retrouvez Isidore Koubatine pour la dernière édition du jour. Au revoir.